la une de l'actualité ce soir, au deuxième jour de la conférence de Paris pour le financement du PNDS, le Burkina Faso récolte des intentions de financement de ses projets de plus de 18 000 milliards de francs CFA. Des résultats au-delà des attentes selon le Premier ministre Paul Kabatieba. Qu'en pensent les acteurs politiques au plan national? Réaction à suivre dans ce journal. Et puis à Kaya, dans le centre-nord, la fête nationale se précise davantage. On met les petits plats dans les grands. Et à Ouagadougou, les Burkinabés méritants reçoivent des décorations à l'occasion de cette fête. Images et émotions à suivre dans cette édition. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation condamne les manifestations dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Simon Compaoré rassure que les auteurs des troubles seront poursuivis et châtiés selon la rigueur de la loi. De son côté, l'UPC appelle à défendre les valeurs de liberté démocratique, de sécurité, mais aussi de justice. Vous entendrez ces responsables dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc, direction Paris en France, où a lieu la conférence des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS, l'ambitieux programme quinquennal du développement du Burkina Faso. Hier, à la première journée de la rencontre, les partenaires se sont exprimés en faveur du Burkina Faso. Ainsi, des intentions de financement de plus de 8 000 milliards de francs CFA ont été exprimées à l'occasion. Le point avec Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega, nos envoyés spéciaux à Paris. Au terme de la première journée de la conférence consacrée au secteur public, les annonces de financement des partenaires se sont élevées provisoirement à plus de 8 000 milliards de francs CFA hors partenariat public-privé. Le compte est bon pour le Burkina Faso. Sur un besoin de financement estimé à 5 milliards 800 millions de francs CFA, les intentions de financement annoncées s'élèvent à 8 000 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 150%. Et avant la clôture de la conférence, le Premier ministre exprime sa totale satisfaction. Au-delà de nos attentes. Nous n'espérons pas, en venant ici, atteindre un taux de couverture de nos besoins de financement qui atteint 150%. Donc vraiment, c'est une grande surprise que nos partenaires nous ont réservée. Mais ça aussi, c'est l'expression de la crédibilité retrouvée du Burkina Faso. Le PNDS, c'est aussi 83 projets. Dans leur mise en œuvre, le gouvernement compte mettre l'accent sur deux questions: la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Je voudrais donc demander à la jeunesse burkinabé de garder l'espérance. Et je pense qu'avec la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, nous arriverons à faire reculer de manière très significative la pauvreté dans notre pays et surtout à opérer la transformation structurelle de notre pays. La conférence sur le financement du plan national du développement économique et social se poursuit ici au bord de la Seine. Les travaux de la dernière journée portent sur les opportunités d'investissement privé au Burkina Faso et le gouvernement espère bien recueillir d'autres annonces de la part du secteur privé. Justement, ce matin, le forum s'est poursuivi et nos reporters annoncent des intentions de financement qui ont atteint cet après-midi plus de 18 milliards de francs CFA. Des résultats salués par le Premier ministre Paul Kabatieba. Des performances de négociation saluées aussi en interne par les acteurs politiques et la société civile. Ils souhaitent que rapidement, beaucoup de ces intentions se traduisent en actes. On les écoute au micro de Oumar Zombri. Avec plus de 5 000 milliards de francs CFA comme besoin de financement pour le PNDS, le Plan national pour le développement économique et social, le Burkina Faso crée la surprise à Paris en récoltant plus de 18 000 milliards de francs CFA d'intention de financement des bailleurs de fonds. Une performance appréciée par les différents états-majors politiques du pays. C'est la première fois qu'après l'adhésion à un document de politique, il y a eu une manifestation d'intérêt de cette ampleur. Ce n'est pas une surprise pour les avertis. Moi, j'avais annoncé déjà au bilan de l'an 1 de ROC que 2017 allait être l'année de l'espoir. Je crois que les jalons de cet espoir-là viennent d'être posés. Bien que ce soit des promesses, des intentions de financement, il faut reconnaître que c'est positif pour notre pays. Je dis que c'est la première fois dans ce Burkina démocratique, depuis l'adoption de la Constitution, qu'un tel programme a été adopté sur la base de l'association
de toutes les organisations de la société civile, de toutes les organisations de la société politique et de tout le peuple burkinabé à travers les 13 régions. C'est la première fois en dehors de la révolution démocratique populaire. 18 000 milliards de francs CFA, correspondant à plus de 300% de la couverture du gap financier, représentant un peu plus de 36% du financement extérieur. Pour certains, au-delà des chiffres annoncés, c'est une confiance renouvelée à 300% au Burkina Faso, même si d'autres pensent qu'il ne faut pas vite crier victoire. Les bailleurs de fonds avaient déjà annoncé leurs intentions en disant qu'il fallait soutenir le Burkina après l'insurrection. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays, ou l'un des rares pays où, après des événements comme ça, on ne soit pas rentré dans une guerre civile. Il ne s'agit que de promesses. Après les promesses, il faut travailler à rendre effectives en termes de mobilisation les promesses qui ont été faites. Avec toutes les meilleures dispositions des partenaires, les sous qui pourraient venir de cette table ronde-là, et le Burkina Faso est à sa 5e table ronde, donc on a l'expérience, il faudrait attendre vers fin 2018. Il va rester quoi? 2019 et 2020. Est-ce que vous pensez que notre pays a la capacité d'absorber 15 000 milliards en 2 ans? Ce n'est pas possible. Je pense que ce gouvernement-là, avec un suivi régulier, en tout cas au niveau de tous les départements, nous pourrons absorber, mettre des mécanismes de régulation qui nous permettent d'absorber les fonds qui nous alluront. La conférence de Paris est un succès et aucun acteur politique rencontré ne le nie. Reste maintenant au gouvernement burkinabé à travailler de sorte à matérialiser les promesses des bailleurs de fonds pour la réalisation du PNDS, le plan national pour le développement économique et social du Burkina Faso. On en vient à la célébration de la fête nationale le 11 décembre prochain à Kaya. Cet après-midi, un millier de personnes viennent de recevoir des décorations dans plusieurs ordres. La cérémonie de décoration qui s'est déroulée à Kossiam, le palais présidentiel, était présidée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Nos reporters s'attellent à nous rendre disponible le reportage dans le cours de ce journal. Et puis le thème de la célébration cette année met l'accent sur les défis sécuritaires. Un défi plus que jamais actuel pour la province du Namentenga. Une des provinces qui a connu il y a peu des cas d'insécurité et de vol à main armée. Aujourd'hui, grâce aux actions conjuguées des forces de défense et de sécurité, la population retrouve de plus en plus la quiétude et la sérénité. Le constat avec Kounsoum Koulibaly et Christine Koulibaly. Siège de l'association Kogluego ou groupe d'autodéfense de Boulsa. Réunis en ce jour de marché, ils sont appelés à statuer sur un conflit entre le groupe et un éleveur, mais aussi sur le sort de 3 présumés délinquants et un consommateur de stupéfiants. Les rares cas depuis quelques mois dans la province. Depuis que nous avons créé l'association Korluego, le travail a porté fruit. La délinquance n'est plus notre premier souci. Nos vrais problèmes sont l'accès à l'eau potable et l'enclavement. Il y a des activités qu'au niveau de notre service nous menons. Et depuis la question des menaces sécuritaires concernant le terrorisme, il y a une présence accrue des éléments sur le terrain. On a augmenté le nombre des patrouilles, également le nombre de contrôles routiers. Et également, souvent, on a l'appui de nos forces telles que l'UIP et la CRS également qui font des patrouilles dans nos zones. Bon, entre autres, il y a pas mal d'activités que nous menons quand même pour maintenir la sécurité là, au niveau de notre territoire. Des mois plus tôt, Boulsa était dans la zone rouge. Bokwende ou encore Willy sont des noms de grands bandits qui semaient la terreur dans la province. On était pratiquement même classés parmi les zones rouges en termes de délinquants les années 2013, 2014 et un peu en 2015. Mais depuis le second semestre de l'année 2015, il y a quand même la courbe a beaucoup baissé. Et actuellement, je peux dire que depuis que l'année 2016 a commencé, on a réussi rare de cas d'attaque et agression à main armée. L'État, dans le cadre de la police de proximité, encourage vraiment les initiatives au niveau local pour accompagner les services de l'État en charge de la sécurité à atteindre les objectifs à ce niveau. Même si la collaboration entre ces deux entités semble timide, l'action des deux forces participe à l'amélioration de la question sécuritaire dans la province.
Toujours dans le centre nord, un détour par le lac Bam, une des plus grandes retenues naturelles d'eau de surface au Burkina Faso. La superficie du bassin versant est d'environ 2600 km². La capacité maximale du lac est de moins de 41,3 millions de mètres cubes. Mais le lac traverse de nos jours des difficultés. À titre d'exemple, l'envasement du lac est passé d'une superficie de 141 hectares en 1992 à 250 hectares en 2005 et une disparition des strates ligneuses herbacées au profit des périmètres des dépôts d'ordures sur les berges du lac. Une équipe de reportage de la RTB a fait un tour dans la localité. Reportage signé Yacouba Gamene et Oumar Zombré. Environ 50 000 personnes, des maraîchers à majorité, tirent leurs revenus du lac Bam, selon une estimation de la Direction provinciale de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Véritable poumon économique entouré de part et d'autre par plus d'une trentaine de villages, ce lac est pourtant en danger de mort. Au fil des ans, il tarit et le sable prend progressivement le dessus sur l'eau. René Savadogo, pêcheur et fils de pêcheur, se souvient encore de cette retenue naturelle du temps de sa jeunesse. Comme j'étais l'enfant, nous avons vu le lac avant. En ce temps, le lac était profond. Donc, le lac est entouré, les arbres, avec des herbes. Il n'y avait pas de ravines, comme maintenant. Le lac n'a plus sa grande forme d'il y a 20 ou 30 ans et René veut nous en donner la preuve. Selon lui, la profondeur à ce niveau était d'au moins 8 mètres au lieu d'être actuellement à sa poitrine. La cause principale de cet état de dégradation accélérée semble être essentiellement liée aux activités anthropiques. Le fait d'exploiter chaque année autour, donc le long de Afrique, à côté du lac comme ça, on émiette les terres et l'eau d'irrigation par ruissellement va être emportée dans le lit du lac pour donc l'ensabler. Et conséquence, ça va donc réduire la capacité de stockage de l'eau du lac. Des efforts sont faits et d'autres sont en cours en vue de sauvegarder ce patrimoine classé comme site Ramsar. Nous faisons des reboisements autour du lac. Bon, nous faisons des digues et des diguettes. Et il y a aussi un projet du gouvernement qui, n'est-ce pas, va valoriser, donc restaurer un peu le lac. C'est-à-dire qu'ils vont faire de telle sorte que le niveau de stockage de l'eau va augmenter. C'est un projet qui fait en deux phases. La première phase, c'est des investissements et ça va permettre d'aménager près de 1000 hectares. Ce réservoir naturel est une bénédiction pour toute la localité car il permet aux producteurs de s'offrir le luxe d'une récolte en saison sèche. Il faut donc sauver le lac Bam de l'ensablement. Et les populations n'attendent qu'une seule chose, celle de voir le projet du gouvernement prendre rapidement forme afin de préserver ce patrimoine de l'agonie. Car s'il venait à disparaître, c'est tout l'écosystème environnant qui pourrait connaître le même sort. Le maraîchage est développé dans la région du centre-nord, mais les producteurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement de leurs produits. Une ONG mène en ce moment un plaidoyer dans le but d'inciter à la consommation locale. On fait le point avec Urbain Benito Sommet et Zalissa Sanfo. La fête et après la fête à Kayar, une amélioration des conditions de travail pour plus de revenus des maraîchers du centre-nord. C'est le plaidoyer fait ici par l'ONG APIL. Ainsi donc, en marge des activités du 11 décembre, elle veut que les maraîchers identifient les obstacles au plein essor de leurs activités. Nous avons des problèmes d'écoulement de nos produits, de stockage aussi. On produit des oignons, des tomates, mais on a du mal à écouler et ce sont des pertes. En plus de l'identification et de la recherche de solutions à tous ces problèmes, c'est une manière pour APIL d'impliquer les maraîchers dans la fête. C'est une manière pour nous aussi de partir de leur travail pour qu'ils puissent s'impliquer aux travaux du 11 décembre. On a la foi qui a démarré. Nous avons pu louer une vingtaine de stands pour les producteurs afin qu'ils puissent montrer leur savoir-faire et aussi pouvoir avoir des collaborations pour des marchés futurs.
À l'issue de ces travaux qui vont durer 4 jours, l'ONG APIL promet apporter des réponses adaptées à toutes les préoccupations des maraîchers pour qu'ils puissent produire plus et participer au développement de leur région. Ces maraîchers seront intéressés par les résultats de cette réflexion qui se mène en ce moment à Ouagadougou sur l'irrigation. Des experts et professionnels de l'irrigation sont réunis pour des partages d'expériences. Explication, Zoubaviel Dabiré. La technique d'irrigation semi-californienne, appliquée au Burkina Faso depuis plusieurs années, a du mal à faire ses preuves. Réunis depuis ce matin à Ouagadougou, les professionnels de l'irrigation partagent leurs expériences afin de mieux comprendre la mise en œuvre de ce système, ses avantages et ses inconvénients. Cette réunion entre dans le cadre de la 6e journée technique de l'irrigation. Ces journées scientifiques vont permettre aux participants de pousser la réflexion sur les origines de ce système, ses difficultés et voir quels conseils donner aux différents pratiquants pour pouvoir réussir ce système semi-californien. Le déficit pluviométrique et la démographie galopante nécessitent la maîtrise d'un système d'irrigation efficace afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. L'objectif de ces journées vise essentiellement à mettre à niveau les professionnels qui œuvrent dans le domaine de l'irrigation et du drainage au Burkina Faso. Et nous avons choisi de réfléchir sur le semi-californien, qui est une forme d'irrigation, une forme technique d'irrigation qui permet effectivement, si elle est bien menée, d'économiser beaucoup de l'eau. L'irrigation permet d'augmenter les rendements à l'hectare et les organisateurs de ces journées techniques de l'irrigation espèrent que les échanges et les réflexions permettront d'atteindre ce but. On en vient à présent à la cérémonie de décoration à l'occasion de la fête nationale. Cet après-midi, un millier de personnes viennent de recevoir des décorations dans plusieurs ordres. La cérémonie de décoration, je l'ai dit, était présidée par le président du Faso, Rochmar Christian Kaboré. Reportage, Draman Guéni. La nation burkinabé rend hommage à ses dignes fils et filles de l'année. Et c'est le président du Faso, le grand maître de l'ordre national, qui ouvre la séance de décoration. Rochmar Christian Kaboré élève ici l'ancien premier ministre cadre Désiré Ouédraogo à la dignité de Grand Croix de l'ordre national, la plus haute distinction au Burkina. Il y a de cela 20 ans, presque jour pour jour, j'étais élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Et voilà qu'à la fin de ma mission, à la tête de la commission de la CEDEAO, le président du Faso me fait l'honneur de m'élever à la dignité de Grand Croix. Je lui exprime ma reconnaissance. Je dédie donc cette distinction à mes commissaires, à mes collaborateurs et à tous ceux qui œuvrent pour l'intégration en Afrique. Le Conseil des ministres, les présidents d'institutions, les agences spécialisées et surtout à l'ardente et dynamique jeunesse du Burkina et de l'Afrique de l'Ouest. Jean-Pierre Bayala et le ministre d'État Simon Compaoré ont eu la même distinction. Il y a bien beaucoup d'autres personnes qui peuvent et qui devraient pouvoir s'allier pour recevoir la même décoration. Mais comme on ne peut que trier, donner quelques-uns, je voudrais être dans la modestie et simplement dire que ça m'appelle à continuer à faire ce que je faisais. Au total, 980 travailleurs du secteur public comme du privé sont distingués ici ce soir au jardin de Kosiam. Ils sont distingués à la faveur du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. À présent, la joie de quelques récipiendaires à l'issue de la remise des décorations, ils se sont confiés à Mounira Kéré. On les appelle des modèles de patriotisme et d'engagement envers le Burkina tout entier. Ils sont 980 filles et fils à recevoir les honneurs de la nation. Reconnaissance et fierté sont les sentiments qui les animent. Sentiment de joie parce que c'est aussi la qualité d'un travail que j'ai pu fournir qui a été apprécié. En tout cas, vraiment, je remercie tous ceux qui ont pensé à moi et je souhaite que les plus jeunes qui arrivent dans la fonction soient également récompensés pour la qualité de leur travail. De bonheur, de fierté, d'avoir été distingué parmi tant de personnes
des millions, des centaines de fonctionnaires. Donc je suis très heureuse, je remercie la nation pour ça. C'est un sentiment de joie à la fois, mais d'humilité et de responsabilité qui m'anime. Je remercie la nation pour cette distinction. Cela m'interpelle pour plus d'engagement et de travail. Sentiment de satisfaction, parce qu'après 32 ans de service, je rends grâce à Dieu de n'être pas parti à la retraite sans être distingué. Donc, merci beaucoup. Ces médailles symbolisent l'abnégation et le dévouement au travail de ces récipiendaires, une reconnaissance qu'ils dédient qui à leurs collègues, qui à leur famille, qui encore à l'ensemble du peuple burkinabé. On est appelé aussi à mieux, disons, fournir des efforts, fournir davantage des efforts à tous mes collègues de service et également à ma famille qui n'a jamais manqué de me soutenir. Je dédie cette médaille à l'ensemble du ministère, l'ensemble des agents du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et également à ma famille, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont épaulé dans le cadre de l'exercice de ma profession au sein de ce ministère-là. Tous ces récipiendaires reçoivent les félicitations du président du Faso. Ils repartent chez eux avec la volonté de perpétuer leurs actions, celle de continuer à construire un Burkina plus digne et plus prospère. Et pour être complet sur ce dossier, votre quotidien national Sidoya, aux couleurs de la fête nationale, vous propose ce numéro hors série. J'espère que la caméra vous le présentera à la une avec la fête de l'indépendance et un focus sur tout ce qui va se passer à Kaya. Autre actualité ce soir, l'UPC condamne sans réserve la violence consécutive au vote de la motion de défiance contre le maire MPP de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Au cours d'une conférence de presse ce matin, Rabi Yamiogo, porte-parole de l'UPC, déclare que c'est avec regret que la section UPC du Kadiogo constate la montée vertigineuse de l'intolérance et des violences depuis la mise en place des exécutifs locaux suite aux élections municipales de mai 2016. Paul-David Bambara, Oumar Zombré. 72 heures après les actes de vandalisme orchestrés par certains proches du maire Mahamadi Zongo, déchu de ses fonctions au cours d'un vote d'une motion de défiance, la section Kadiogo de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, sort de son silence. Pour Rabi Yameogo, correspondant de la section Kadiogo de l'UPC, ce vote de défiance sentait déjà le roussi. Il faut rappeler que M. Bayala et d'autres conseillers du MPP ont alerté la gendarmerie et les autorités administratives de ce que des réunions se tenaient dans le but de les agresser et d'empêcher le vote. Précisément le samedi 3 décembre, ils se sont rendus auprès de la brigade de gendarmerie de Boulomiro pour la prévenir que les partisans du maire se préparaient à perpétrer des actes de violence. Rabi Yameogo fustille ces actes et appelle à des actions fortes contre les auteurs. Ce n'est qu'hier soir que le parti au pouvoir a eu le courage de prendre les premières sanctions fermes contre des militants violents. L'UPC du Kadiogo condamne sans réserve l'attaque contre les domiciles et biens privés des conseillers municipaux de l'arrondissement 8. Invite le ministre de l'administration territoriale à prendre enfin ses responsabilités. Hier, une délégation de l'UPC, conduite par son président Zéphérin Diabré, a rendu visite aux familles victimes de la furie des proches de l'ancien maire de l'arrondissement 8, au nom desquels la famille de Stéphane Bayala, conseiller UPC, et de Donatien Lompo, dont l'épouse est une conseillère MPP. De son côté, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simon Compaoré, condamne fermement ces actes qu'il qualifie de barbares et ignobles et rassure la population que les présumés auteurs seront traduits devant les juridictions nationales. Dans un communiqué publié ce 8 décembre, Simon Compaoré en appelle à des comportements responsables.
Il y a des avancées dans la négociation entre le syndicat des travailleurs de l'information et le gouvernement burkinabé. C'est ce que les responsables du syndicat ont annoncé ce 7 décembre au cours d'un point de presse. Les points de désaccord restent entre autres les valeurs des montants attribués au titre, l'indemnité code vestimentaire et le dossier des agents bloqués en B1, A2 et A3. Paul David Bambara, Dimitri Badini et Zubaviel Dabiré. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, rend compte ici des négociations qu'il entreprend depuis quelques semaines avec le gouvernement sur sa plateforme revendicative. Des négociations qui, selon Sidiki Dramé, n'ont toujours pas produit les résultats escomptés. Pour nous, c'est la mutation du moins des statuts là, des EPE, de la communication en société d'État. Si ça c'est clairement défini, on signe l'accord avec la date de mise en œuvre, les différentes étapes, l'harmonisation et l'extension du code vestimentaire aux journalistes et techniciens qui n'en bénéficiaient pas. Les autres points, notamment le point de blocage des agents en B1, A2, A3. Des problèmes que Sidiki Dramé et ses camarades comptent aborder très prochainement avec le Premier ministre dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs militants. Même si les mesures ont été mises en œuvre à certains niveaux, mais on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Voilà donc pourquoi nous cherchons cette plénière, le Premier ministre, et on va trancher les questions. Donc c'est ce que nous avons saisi comme opportunité. Si après ce dernier round maintenant de négociation, c'est le statu quo, personne ne peut dire que nous n'avons pas été dans le dialogue. Du reste, le SYNATIC invite les hommes et femmes de médias publics à rester mobilisés pour l'aboutissement de leur plateforme revendicative. Par ailleurs, il invite le public à prendre part aux activités entrant dans le cadre de la commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Des journalistes africains en immersion en Israël, ils sont allés mieux comprendre la réalité du pays, ses relations avec le Moyen-Orient et surtout sa nouvelle politique de rapprochement avec le continent africain. Aboubakar Sayon était du voyage, son compte rendu. Pendant une semaine, 11 journalistes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar ont touché du doigt les réalités d'Israël sur le plan historique, politique et sécuritaire. Les échanges avec Hiram Elron, directeur de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères, Amir Westbroad, directeur de la division de recherche du Moyen-Orient, et Emmanuel Nashon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, ont permis aux hommes de médias africains de mieux cerner le conflit israélo-palestinien et la géopolitique dans le Moyen-Orient. L'État hébreu est dans une dynamique de renforcement de sa coopération et de ses relations diplomatiques avec le continent africain. Plusieurs domaines sont concernés par cette nouvelle coopération. Les sujets prépondérants sont tout ce qui est lié à l'agriculture, à une bonne utilisation de l'eau, parce que c'est un domaine dans lequel nous avons une expertise. C'est lié aussi au commerce, parce que le commerce commence à augmenter. En parallèle, il y a évidemment tout le domaine de la sécurité, parce que nous faisons tous face au même phénomène, qui est le phénomène de certains mouvements, de certaines organisations islamistes radicales, qui représentent un danger pour la stabilité des États africains, de même qu'ils représentent un danger pour la stabilité du Moyen-Orient et de l'Europe aussi. Et dans ce domaine, Israël aussi a énormément d'expertise qu'elle est prête à partager avec des pays amis. La relance des relations avec le continent africain sera matérialisée par le premier sommet Israël-Afrique qui se tiendra en 2017 à Lomé, au Togo. Et puis en Syrie, l'armée syrienne a cessé ses opérations militaires dans l'est d'Alep afin d'évacuer les civils, a annoncé le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Entre deux feux, il serait près de 200 000 à Alep-Est sans ressources ni assistance. À Alep, les rebelles savent que leurs jours sont désormais comptés. Bâtiment après bâtiment, rue après rue, ils perdent du terrain, impuissants face aux bombardements incessants. Face à l'avancée fulgurante des troupes fidèles à Bachar el-Assad, les rebelles sont désormais acculés dans les derniers secteurs sud de la partie orientale d'Alep. En quelques semaines, les forces pro-régime les ont complètement encerclés. La reprise totale de la ville est à portée de main.
Entre deux feux, près de 200 000 habitants d'Alep-Est seraient encore sur place sans ressources ni assistance. Toutes les acquis de l'humanité pour faire valoir ces conventions et d'autres principes pour protéger les civils, les hôpitaux et le corps médical sont violés tous les jours en Syrie depuis 5 ans. Je pense que ce qu'il se passe en ce moment est une honte pour l'humanité entière. Profitant d'une accalmie dans les combats, la Croix-Rouge est parvenue à évacuer 124 patients d'un hôpital psychiatrique situé dans la vieille ville. Sous la supervision des troupes pro-Assad, l'évacuation des habitants des zones reprises a commencé. Quant aux rebelles, une grande partie d'entre eux a déjà déposé les armes. Ceux qui restent ont demandé un cessez-le-feu, mais pour Bachar al-Assad, il n'en est pas question. La perte d'Alep sera une défaite cruciale pour les rebelles et une grande victoire pour le régime, après 5 ans de guerre civile. Et puis la revue de presse des quotidiens de ce jeudi vous est proposée par Vincent Kiendrebego. Il revient sur la célébration du 13 décembre et la sortie médiatique du Sinatic. Violence à l'arrondissement 8 de Ouagadougou, le MPP exclut 4 de ses membres, nous informe Citoya, en reprenant le communiqué du parti qui dénonce une dérive barbare et nommant les incriminés. À ce propos, le pays indique que les populations sont encore sous le choc et ZEF est en colère. Le chef de file de l'opposition interpelle les responsables du MPP et dénonce une lenteur dans la réactivité des forces de l'ordre face à la menace, selon le journal. Bientôt le 18e anniversaire du drame de Sapoui, une commémoration révoltante selon la coalition des organisations de défense des droits des journalistes, nous rapporte Notre Temps. La coalition dénonce la lenteur de la justice malgré des enquêtes, preuves et témoignages édifiants en lien avec le dossier, ajoute le journal. De la patience à l'indignation, titre l'observateur Palga. La justice suit son cours, mais il faut que le cours de la justice soit court. Indignation des défenseurs du droit rapportée par l'Obs. 13 minutes de silence radio et d'écran noir sur les chaînes de télévision le 13 décembre prochain à 15h. Voilà quelques-unes des actions envisagées par la coalition pour demander à la justice d'appuyer sur l'accélérateur selon les informations de l'observateur. Dialogue avec le gouvernement et le Sinatic. Il y a des avancées, mais les vraies questions n'ont pas été résolues, titre le quotidien. Citoyen nous apprend que les négociations butent surtout sur une question de vocabulaire. Les deux parties sont d'accord pour le passage des médias publics au statut de société d'État, mais le processus pose problème. Le gouvernement parle d'étude de faisabilité, tandis que le syndicat veut plutôt une étude de mise en œuvre assortie d'un échéancier précis, deux termes aux implications différentes. Un autre round des négociations est prévu du 12 au 17 décembre, à l'issue desquelles le Sinatic se réserve le droit de relancer sa lutte, nous rapporte Siroya. En route pour Kaya, un programme proposé à l'occasion des festivités du 11 décembre dans le centre-nord. Pour le numéro que je vous propose, Marguerite Douagneau nous entraîne dans le Burkina intérieur sur la route de Kaya. Émotion assurée, regardez. Pour les besoins de sécurité, des postes de contrôle ont été multipliés partout sur les grands axes à travers le pays. Et s'il y a des gens à qui cela profite, c'est bien ces vendeuses de friandises et autres marchandises qui n'hésitent pas à occuper les lieux, constituant ainsi des marchés occasionnels. En route pour Kaya, nous avons constaté le phénomène pour vous. Avec le renforcement du dispositif sécuritaire sur l'axe Lumbila-Zignaré, difficile pour ces cas de passer sans marquer l'arrêt. Contrôle d'identité oblige. Des stationnements qui se sont révélés une opportunité pour ces vendeuses. Chaque jour, elles dressent leur commerce juste à côté des points de contrôle, même si les ventes ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. C'est parce que les policiers là sont ici, ils descendent les passagers là, mais il n'y a pas marché. Des méventes qui seraient liées selon certains potentiels clients au manque d'hygiène dans ces lieux. Les lieux de vente pour les dames sont très sales, les sachets se baladent au hasard. Des mesures d'assainissement s'imposent donc dans l'intérêt de tous. La recommandation d'abord c'est à ce que quand même les services d'hygiène, que ce soit les collectivités, puissent en tout cas sensibiliser les commerçants ambulants à ce qu'ils respectent les conditions d'hygiène pour les clients. Poser une poubelle
et mettre les sachets d'eau dedans, ça serait vraiment bien pour tout le monde. Ces marchés de fortune commencent à se développer et leurs produits échappent à tout contrôle avec les risques que cela comporte. Le dernier symposium de sculpture sur granit de Lango a encore laissé des œuvres de fort belle facture sur le site. En route pour Kaya, vous pourrez faire un détour pour visiter ce musée à ciel ouvert qui fait toujours autant la fierté du Burkina Faso. Voici une pierre évidemment inerte et banale pour le profane, et pourtant, le sculpteur, par son talent, génie, donne un souffle original à l'échelle universelle à ces blocs de pierre. Ce patrimoine pierreux, le seul à ciel ouvert en Afrique, désormais vit et fait partie de la vie des Burkinabés et amis. Contemplez vous-même la beauté et interprétez aussi le sens qui peut se dégager de ces figures, lignes, courbes, traits, bref, de ces formes et styles variés. Comme ici où ce visage rappelle la grandeur, le repos ou la méditation d'une reine, d'une déesse. Là, c'est une joueuse d'accordéon, un mortier, une meule traditionnelle, un poisson en osmose, un danseur en activité. Vous voyez là derrière moi des œuvres de grande facture, de belles œuvres, des œuvres qui nous font espérer, qui nous font dire que Lango va continuer de vivre. Mais de manière générale, vous savez que ici, les gars ont travaillé, ils ont fait des œuvres figuratives pour la plupart. Donc les œuvres parlent d'elles-mêmes. Blocs de pierre et tas d'arbres ont la même couleur, comme pour rappeler une parfaite harmonie de cet univers, agrémenté aussi par des chants d'oiseaux. Ces œuvres de belle facture contribuent à n'en pas douter à apporter plus d'aura à Lango et au Burkina en général. Savez-vous ce que signifie Zignare? Eh bien, moi pas. En route pour Kaya, on fait escale donc pour un cours d'histoire. Et c'est le chef de Zignare, Naba Koulga, qui nous raconte l'histoire de son aïeul, le Naba Oumri, fils de Zumrana, fondateur de Zignare. La naissance de Oubri, fondateur du royaume de l'Oubri-Tenga, est une histoire assez singulière, relevant pour certains du mythe. Mais pour les dépositaires des traditions, elle est authentique et la gouvernance vertueuse de son royaume est à l'origine du nom Zignari. Il y avait une femme dans la cour qui préparait des galettes, qui a connu un engouement parce que les marchands passaient par là pour aller au Ghana chercher le sel. Et c'était presque un carrefour. Alors, tous ceux qui goûtaient à la galette disaient que, oh, que c'est agréable. Nous Zignare, je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi le nom est resté Zignare. Sinon, en fait, tout ça, c'était la zone de Gilungu. Voilà. Et le premier, ça a donné lieu, autour de la galette là, le regroupement autour de la galette a donné lieu au premier marché Moshi Zignare. C'est le marché que vous traversez souvent ici. Là. Mais les Mossés n'ont pas toujours occupé ce territoire. Les premiers occupants des lieux seraient les Sans. Quand Oubri est arrivé, il a mis le Sangol en déroute. Ils ont replié vers les choses. Ouaga qui est leur chef-lieu, leur évident là, c'est Ouaga. Puisque ils étaient tous concentrés là-bas. Quand Oubri est arrivé ici, ils se sont repliés là-bas. Dans les quartiers Ouaga, c'était leur point de chute là-même là-bas. Aujourd'hui, Zignare est une ville aussi importante qu'à sa création. Sa population est estimée à près de 23 000 habitants et est essentiellement burkinabé. L'électrification rurale au Burkina Faso
à brancher des villages du fin fond du pays avec le reste du monde. Des connexions via satellite, ce qui fait que les dernières actualités sportives, par exemple, n'échappent à personne ici à Bisga. En route pour Kaya, nous avons marqué un arrêt pour constater cela. L'Europa League, suivi en direct ici à Bisga, village situé à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, la scène était inimaginable il y a 5 ans encore ici. Mais l'électrification rurale est passée par là et c'est tout le village qui est connecté au reste du monde via la magie des antennes satellites. Ça donne la situation des pays. Et ça donne beaucoup de choses concernant les sports, les journaux. En installant une télévision dans son petit coin restaurant, Awa est sûr de ne pas manquer de clients. Une démarche marketing qui paye puisque son affaire est le point de convergence de passionnés de football de jour comme de nuit. La route pour Kaya, ça se poursuit, mais nous on va marquer un arrêt ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite du voyage. À demain donc pour d'autres émotions. Marguerite Douaniou, merci pour ce bonheur. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.